Bon, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, petite vidéo. Je vais aborder deux sujets. Ça va être le premier, ça va être, je vais vous lire en fait un protocole de mesure de bilan d'énergie pulsée que j'ai fait. Donc je vais vous le lire et je vais vous expliquer pourquoi je fais comme ça. Et après, on va aller à l'oscilloscope et j'ai des choses à vous montrer où il faut faire vraiment attention d'un oscilloscope à l'autre, d'une gamme à l'autre, chose que vous avez pu voir dans les vidéos avec le technicien qui est venu mesurer les excédents d'énergie. Et dans la deuxième partie, je vais vous montrer et vous expliquer potentiellement ma technologie, ma découverte, enfin c'est pas potentiellement, c'est sûr, jusqu'à combien genre de kilowatts, peut-être de centaines ou de gigawatts on peut aller. Donc restez bien jusqu'à la fin des vidéos parce que vous allez voir, je vais vous apporter beaucoup d'éléments, ne serait-ce que ce soit au niveau des mesures, comment mesurer et au niveau du moteur, les excédents, jusqu'où on peut aller. Je tiens à préciser que le protocole, en fait, finalement, d'ailleurs, ça peut aider beaucoup de gens qui font de la recherche, qui sont dans les mesures. Je terminerai juste sur ça. Si vous ne voyez aucune personne dans l'énergie libre, et j'en passe, faire le protocole de mesure que je fais in et out, et qu'ils sont avec des multimètres bon marché qu'on peut acheter à Carrefour ou à Leroy Merlin, dites-vous déjà, c'est un fake. Ou, voilà. Quand vous avez des excédents d'énergie, vous êtes là pour le montrer. Énergie libre contient le mot énergie. Donc, vous faites des mesures énergie in, énergie out. Voilà. Donc, je vais vous le lire. Donc, alors, protocole de mesure, etc. Alors, pourquoi VRMS et IRMS sur le on uniquement, c'est-à-dire au niveau du carré? De toute façon, vous allez voir à l'oscilloscope. Un pulse réel n'est jamais parfaitement carré. Ripple, oscillation sur le plateau, imperfection, VRMS sur la fenêtre on, moyenne. Toutes ces imperfections, c'est la valeur qui représente l'énergie réelle transférée pendant que le signal est actif. V pic, d'accord, V crête en gros, ne prendrait que le point le plus haut qui est non représentatif. Donc sur le setup de l'oscilloscope, d'accord, la chaîne 1, c'est sonde aux bornes de la charge, ou vice-versa, peu importe, c'est un protocole, donc c'est à vous de trouver la chaîne sur laquelle vous allez mettre la tension RMS et le courant RMS. Voilà. Et la deuxième chaîne, c'est courant, shunt non inductif en série, ou passe de courant. Voilà. Et en fait, vous triguez les fronts montants du pulse de façon stable pour avoir une bonne moyenne, une bonne lecture. L'étape 1, mesure sur le pulse on, zoomer pour avoir un seul pulse bien visible. Enfin voilà, je ne vais pas vous lire tout le protocole, de toute façon je vais vous le montrer à l'oscilloscope qui est juste derrière moi et grâce à ça, vous pourrez voir que finalement c'est bon. Alors oui, en fait, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire en gros l'énergie in. D'accord? Donc ça, c'est l'énergie in. On peut mesurer l'énergie qu'on prend de l'alimentation. Du coup, après, on peut avoir l'énergie dissipée, perte par effet Joule. Après, on peut avoir l'énergie réactive, c'est-à-dire l'effondrement du champ magnétique lorsqu'on coupe, enfin, on ouvre le circuit, le champ magnétique s'effondre. Et en fait, l'énergie de façon magnétique qui n'est pas utilisée et qui s'effondre, en fait, peut être récupéré. Et après, finalement, si on se retrouve avec un bilan qui est conservateur, ce que je vous ai montré dans les autres vidéos, et que finalement le rotor tourne, à partir de là, c'est que vous avez un excédent d'énergie. Là, ce que je vais vous montrer à l'oscilloscope, c'est la méthodologie de le faire et comment vérifier sur un oscilloscope que vos valeurs sont cohérentes, les résultats sont cohérents. D'accord? Et je vais vous expliquer ce que moi je fais sur la gamme Rigol, comment je fais pour m'assurer que les valeurs et les protocoles sont bien appliqués parce que, comme je le dis et je le redis, d'un oscilloscope à l'autre, le software n'est pas forcément le même. Ils ont peut-être, toutes les formules sont les mêmes, mais de la façon dont c'est appliqué, affiché à l'écran, ce n'est peut-être pas représentatif de la formule. Voilà, je ne sais pas si vous m'avez très bien compris, mais on va aller à l'oscilloscope. Donc, nous voilà ici au niveau de tous les appareils. Donc, je vais vous montrer d'abord ce que j'ai fait et comment il faut le faire. Après, je zoomerai sur l'oscilloscope pour que vous puissiez bien voir les signaux. Donc, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un générateur de fréquence avec la chaîne 1 et la chaîne 2. Donc, ce qui s'est passé, c'est que de toute façon, les signaux, ils sont à 50 Hz. Voilà, tout est carré, tout est évidemment, tout est identique. Donc, j'ai une chaîne qui va simuler la tension, par exemple, du moteur, une chaîne qui va simuler le courant au niveau du moteur. Alors non, la chaîne 2, c'est-à-dire représentée violette ici, ça va être la tension, et la chaîne 1, ça va être
le courant. Donc voilà, on est bien ici, tout ce qu'il faut. Alors, comment est-ce qu'on mesure des pulses? Alors, vous allez voir, il y a quelque chose qui est magique, qui s'appelle Internet, où on peut réviser les cours. Et le problème aujourd'hui de beaucoup de gens qui vont mesurer, c'est qu'en fait, ils vont se servir des analyseurs de puissance intégrés aux appareils. Mais encore une fois, si les signaux bougent, si ça trigue mal, etc., ça peut faire des petites incohérences, chose qu'on a vu avec le technicien la dernière fois, avec son oscilloscope, qui coûte quand même plus de 10 000 €. On a pu voir que finalement, voilà, il y avait des petites fluctuations et que c'était quand même très galère à tout mesurer. C'est pour ça qu'en fait, finalement, revenons aux bases, revenons en fait à nos moutons de la façon la plus simple de mesurer. Donc, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui disent « oui, mais tu devrais te servir de l'analyseur de puissance de l'oscilloscope », non, pour les éléments que je viens de vous citer. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle Internet, comme je vous l'ai dit. Et alors ça, je ne l'ai plus retrouvé sur Internet. Donc, c'est sur un PDF que j'avais. Donc ça, vous allez voir, c'est très simple. Donc, comment est-ce qu'on fait pour mesurer du pulsé? Voilà, alors vous allez voir, c'est très très simple. Donc, en fait, on a la puissance ici, la puissance apparente en watts, la puissance moyenne en watts. TD, c'est le duty cycle, hein, c'est la largeur du pulse. Et après, c'est le nombre de pulses par seconde. Donc, en fait, c'est très simple. Si on veut avoir, par exemple, la puissance moyenne, c'est très simple. Vous avez ici toutes les formules, etc. Enfin, la puissance apparente après la puissance moyenne. Donc, en fait, vous avez toutes les formules. Elles sont là, c'est un peu comme la loi d'Ohm, hein, après il suffit juste ça. De toute façon, on nous parle de puissance, voilà, donc il faut avoir la puissance crête, hein, la puissance PM. Donc voilà, donc si on veut avoir la puissance moyenne, il faut faire la puissance crête fois le duty cycle, c'est-à-dire le temps en fait finalement en secondes, fois le nombre de répétitions qu'on a par seconde. Et pourquoi faut le faire? Je vais vous faire un petit dessin. Alors je vais essayer je vais essayer de le mettre en normal pour qu'on puisse bien voir le tout. Donc, je vais essayer de faire des petits dessins. Donc, clairement, qu'est-ce qui se passe? Imaginez, on a un pulse par seconde. Donc ici, on a une fenêtre. Et là, on a la puissance crête. Hop, la puissance crête. Et ici, après, on a le temps. D'accord? Donc, on va dire que d'ici à là, c'est une seconde. Imaginez votre pulse. Voilà, votre pulse. Il arrive, il fait ça, tac, 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 il est comme ça. Il va se passer quoi? C'est que finalement, nous, ce qu'on veut, c'est que connaître, du coup, la puissance moyenne, d'accord, sur une seconde, et qui dit puissance moyenne sur une seconde, nous dit, finalement, puissance moyenne, finalement, sur une seconde, ça nous dit que si on a une puissance moyenne de 1 watt, ça nous fait 1 joule pour une seconde. Et finalement, qu'est-ce que c'est la puissance moyenne? Vous allez voir, c'est très simple. C'est finalement comme si toute cette surface-là, en fait, je la couchais horizontalement, là c'est vertical, donc horizontalement, et je l'étalais sur une seconde. Donc toute cette surface, ça devrait correspondre à, alors bon là c'est pas dans les proportions, hein, mais vous m'avez compris, c'est que finalement toute cette surface, alors je vais essayer de peut-être refaire un peu mieux, vous allez comprendre, avec des carrés. Hein. Imaginez ici, j'ai 4 carrés, hein, d'accord? Et ici, si je veux l'étaler sur une seconde, finalement la puissance crête, elle sera plus petite. Et finalement, il va falloir que j'étale tout ça sur une seconde. On va dire que là, ça fait une seconde, d'accord? Donc si la fenêtre ici fait une seconde, la formule qu'on a vue, d'accord, bien entendu par le nombre de pulsations par seconde, ça nous donne la puissance moyenne et du coup l'énergie étalée sur une seconde. Mais qu'est-ce qui se passe? D'accord, si on n'a plus d'un pulse par seconde. Finalement, on va faire quoi? On va répéter la formule, d'accord, sur le temps. Et finalement, on va répéter par le nombre de pulses. Imaginez, j'ai ce même nombre de pulses ici, mais je ne sais pas, 10 fois par seconde. Finalement, ici, c'est comme si on l'étalait là et qu'on rajoutait encore ici, superposé sur une seconde, les 10 pulses. Voilà, et ça nous donne du coup une puissance moyenne sur une seconde. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais de toute façon, finalement, vous allez comprendre dans l'application comment je le fais. Bon, voilà. Donc, j'ai tout mis en place. Donc, on a sur la voie 1, on a le courant. Sur la voie 2, on a la tension. Donc ici, on va dire, on a 10 ampères par
division, ici 10 volts par division. Donc finalement, ici, on a le RMS, ici, on a le courant RMS, et ici, c'est, vous verrez. Donc, je vais faire l'analyseur de puissance comme j'ai fait à l'oscilloscope la dernière fois. Donc, puissance, écran. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on voit? Ça nous donne 207 watts à l'écran. Moi, sur mon oscilloscope, comme je l'ai dit, c'est pour mon oscilloscope. D'ailleurs, de celui-là à celui-là, il y a des petits détails qui changent. C'est pour ça qu'il faut maîtriser ces appareils. Donc, vous allez voir ce que je vais faire. C'est que je vais agrandir le signal, d'accord? Le signal du courant, qui prenne le maximum de division à l'écran. Voilà. Pareil pour la tension. Pareil pour la tension. Donc au niveau de l'écran, on a les aires de puissance, ça nous donne quoi? Là, ça nous donne, hop, puissance moyenne, 217 watts. Vous voyez, tout à l'heure, on était à 207 watts. Là, ça nous donne 217 watts. Donc maintenant, alors il faut toujours réfléchir en termes de proportion. Hein. Si ça nous donnait en petit d'autres valeurs, il faut toujours garder l'échelle en hauteur. Hein. D'ailleurs, c'est ça qui est important sur ces oscilloscopes, c'est que l'amplitude, quoi que vous fassiez dans toutes les mesures, si vous avez fait une capture, il faut ne jamais agrandir ou diminuer. D'accord? Il faut toujours rester. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est à 17,68 watts. Donc je vais noter ici 217,68 watts. Voilà, donc voilà, c'est très simple. Et vous allez voir comment on va faire. Et bien, vous allez voir, c'est très simple. Donc, alors, je vais rajouter la fonction math. Voilà, hop. On va l'afficher, nickel. Donc en fait, qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, on a plusieurs méthodes. Donc déjà, ce que je vais vous montrer, c'est qu'avec cette méthode, la méthode que j'avais utilisée, on va prendre ici, on va agrandir le signal. Alors c'est peut-être un peu long, mais vous allez voir, on va agrandir le signal au max. Voilà, on l'agrandit, on l'agrandit. Alors je vais faire une capture d'écran pour que ce soit facile. J'agrandis, moi, je sais que mon oscilloscope, lui, il fait l'échantillonnage du bord ici au bord là. Donc je vais m'assurer que ce soit de bord à bord. Donc on voit bien 400 microsecondes. Donc, on voit quoi? On voit ici que je suis à 32,902 RMS, d'accord, volt RMS, avec un courant de 33,195 ampères volt RMS. Là, on ne les a pas, c'est simplement, c'est pour la démonstration. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma calculette et on va faire, hop, le calcul, d'accord? Donc là, en fait, ce qu'on va savoir, c'est que finalement, on va avoir ici notre puissance pic, d'accord? La puissance pic sur cette fenêtre-là, d'accord? Parce que pour avoir une puissance, il faut bien connaître le produit de la tension par le courant, d'accord? Donc, vous allez voir, alors en plus, ils sont en phase, vu qu'ils sont en phase, on sait que c'est bien la puissance dans ce temps-là. Donc ici, on va faire 32,902, d'accord? Donc on va le faire ici. 32,902 fois 33,195, ça nous donne 1092, je vais noter 1092 watts, voilà, pic, d'accord, 1092 watts pic. Alors je ne sais pas si au niveau de ma fonction math, il va me le faire tout de suite, si je l'affiche. Non, il faut que je remette... Est-ce qu'il va me l'afficher? Voilà, vous voyez, hop, voilà, 1094, enfin 1,094. Et qu'est-ce que j'ai mesuré avec cette méthode? 1092 watts crête. Maintenant, ce qui est important, on l'a bien vu dans la formule, ce qu'il nous faut, finalement, c'est le temps. Donc, comment on va faire le temps? On va prendre curseur en manuel et hop, t'es où? Donc là, on peut voir qu'on a le curseur, on va l'ouvrir. Alors après, on pourrait le faire, il y en a 10, on sait qu'on est à 4 millisecondes. Mais voilà, à 4 millisecondes, là, on voit bien, il met 3,996 millisecondes, je ne sais pas pourquoi, mais bon, peu importe, moi je prends 4 millisecondes. Donc on va faire quoi? On va prendre la puissance fois 0,004 secondes. Donc fois 0,004 secondes, ça nous donne 4,387. Mais on a combien de fois cette répétition par seconde? Combien de fois par seconde on a la répétition de tous ces pulses? D'accord? C'est très simple. Au GBF, on le voit, on a 50 pulses. Donc je vais faire quoi? Fois 50.
Et ça nous donne quoi? 218,43 joules. Et tout à l'heure, on avait combien? 217,68 joules nous donnait notre analyseur de puissance. Je vais le refaire. Où est-ce que tu es? Analyse, puissance, écran. Voilà. Et regardez, 217,68. À peu de choses près. D'accord? Donc là, ma formule me donne 218,43. Et là, elle me donne 217 du coup, joules seconde, en tout cas dans ce modèle-là. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit clairement que ma méthode fonctionne. Mais finalement, là, vous voyez, les signaux, ils sont carrés, ils sont stables et j'en passe. Mais si je le mets à l'oscilloscope avec des formes biscornues et j'en passe, là, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe dans l'oscilloscope? Hop, hop, hop. Qu'est-ce qui se passe dans l'oscilloscope? Et bien justement, ici, on a la ligne qui trigue. Et bien si votre signal, en fait, quand il va triguer, lui, en fait, il va mettre plus de travail à échantillonner et j'en passe. Donc en fait, finalement, ce qui va se passer, et d'ailleurs on le voit sur l'oscilloscope, c'est que ici, si je prends par exemple le courant RMS, si je le mets en plus petit, on va le faire en ré-kiki, d'accord? On le fait en ré-kiki. Bah, regardez, il me donne 13,47 ampères. Alors que si je le mets en grand, bah, en fait, l'oscilloscope, lui, échantillonne mieux quand il est sur des valeurs beaucoup plus grandes. D'accord? En gros, c'est ça qu'il faut prendre en compte dans l'oscilloscope ici. D'accord? C'est que lui, plus le signal il est grand, plus il prend de la place, plus il échantillonne mieux et plus il donne les vraies valeurs de l'analyseur de puissance. Et d'ailleurs, l'analyseur de puissance, lui, il se base sur le RMS ici et le RMS aussi tension et courant. Donc finalement, si je fais mesure, analyse, puissance et écran, là, on voit quoi? Alors, je vais réinitialiser. Là, il me met 217, mais maintenant, je vais tout réduire, le courant et la tension. Donc, je vais réduire le courant et la tension vraiment en peau de chagrin. Voilà. Vous voyez? Et bien là, ça nous donne quoi? Ça nous donne 105. Attendez, hop, je vais réinitialiser, parce qu'en fait, je suis au niveau de la barre de puissance. Quand je change, il faut écran, hop. Ça nous donne, allez, quand tu veux, 170 watts. On est bien loin des 217, 218 watts. Hein, vous le voyez. Donc effectivement, plus le signal est grand, d'ailleurs on le voit, analyseur de puissance. Alors attendez, je vais prendre la fonction math. Donc on le voit, ici il est tout rikiki, il est tout sale, ça mesure les parasites. En fait ici il va faire le bilan du bruit ici. Alors effectivement, plus on grandit le signal, moins il y a de bruit. Donc vous allez voir, si je grandis, vous voyez, effectivement, tout de suite, on a un signal qui est beaucoup plus propre. Naturellement, vous voyez, là, tout de suite, on est sur un signal beaucoup plus propre. Comme on peut le voir, vous voyez ici, là, au niveau de la puissance, on est beaucoup plus propre. Donc voilà, donc c'est super important. Et finalement, après, si vous voulez faire l'énergie dissipée dans la résistance de votre fil, vous faites finalement que la puissance crête. Comme vous avez pu le voir, la puissance ici crête, finalement, là, en fait, on fait U fois I, mais si vous voulez connaître l'énergie aussi dissipée totale dans votre fil, vous avez juste à prendre le courant, et quand vous prenez juste le courant, automatiquement, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir, quand tu veux, là, ça m'a mis source A, source B, mais on s'en fout, je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc ici, on voit bien, oui, c'est parce que j'avais enlevé le... Ouais. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit automatiquement, finalement, que j'ai que le courant, et si je veux faire qu'avec le courant, je fais quoi? Je fais P, la puissance crête, c'est R fois I au carré. Donc finalement, si j'avais une résistance de X, là je ne sais plus, je crois, c'est dans ces proportions-là, je ne sais plus combien c'est moins de 1 ohm, et finalement, j'ai juste à faire le courant RMS sur une fenêtre ouverte, fois le temps, fois le nombre de pulses, et je connais l'énergie dissipée dans mon fil. Ça m'a donné chaud ces explications-là, il fait 8000 degrés. Donc voilà, donc comme vous avez pu voir, de toute façon, ma méthode, elle se recroise et elle valide en fait les mesures que j'ai sur mon analyseur de puissance. Et bien entendu, pour être sûr, parce que l'analyseur de puissance, moi, pour mon cas,
pour mon cas particulier, moi, ça me donne une certaine valeur. Alors, avec le courant RMS, la tension RMS, les mêmes formes, ce qu'on a pu s'apercevoir avec le technicien, c'est qu'entre certaines de ces valeurs et mes valeurs, ça donnait quoi? Des fois, ça donnait des petites incohérences en fonction des échelles, en fonction de plein de réglages. C'est pour ça, je dirais, c'est comme, vous savez, c'est comme qu'on appelle ça l'orientation. En fait, depuis qu'on a Waze, qu'on a tous ces trucs faciles, Google Maps, en fait, les gens ont perdu le sens de l'orientation. Et c'est exactement pareil dans l'électronique, dans la métrologie, dans la puissance. Aujourd'hui, il y a un laser de puissance. Et à partir de là, vu qu'il y a un laser de puissance, les gens ils disent tiens, je vais me fier à un laser de puissance, etc. Oui, mais rien ne vaut les maths, rien ne vaut que faire des captures, vérifier, comme je vous l'ai montré. À partir de là, vous pouvez faire des vrais bilans d'énergie. Donc maintenant, on va passer à la démonstration, vous expliquer pour le moteur comment faire pour avoir beaucoup au niveau de la théorie. Alors comme vous avez pu voir au niveau du moteur, au niveau de ce moteur-là, qu'est-ce qui se passe? On a 4 pôles, mais chaque pôle, ici, on a un électroaimant, un électroaimant. Donc en fait, finalement, si on a 1 joule dans notre bobinage ici et 1 joule dans notre bobinage là, ça nous fait finalement 2 joules. Et 2 joules plus 2 joules plus 2 joules, ça nous donne en fait finalement 8 joules. D'accord? Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que finalement, si on a 8 joules et 8 joules, et qu'on doit faire, par exemple sur ce moteur, je parle seulement sur ce moteur, et qu'on doit faire un tour, et en fait, il va se passer quoi? Il va se passer que pour un tour, il va nous falloir, d'accord, j'insiste, il va nous falloir 4 pulses. Donc en fait, on va faire du coup 4 fois 8, c'est-à-dire que avec 1 joule sur chaque électroaimant en répulsion, on va avoir quoi? On va avoir 32 joules pour une rotation, d'accord? Si maintenant vous faites 100 tours par seconde, vous aurez 32 joules fois 100. D'accord? Parce qu'on sait que pour faire un tour, on a 4 pulses, sur 4 pulses, etc. Donc en fait, si on fait 8 et 8, 16, 32 pulses, enfin 32 joules, 32 joules fois 100, à partir de là, ça nous donne 3200 watts. Donc voilà, donc plus vous augmentez les pôles, plus vous augmentez le nombre de rotors, plus en fait à la fin, et plus vous augmentez la vitesse, plus à la fin, vous pouvez avoir énormément de puissance. Je vais aller sur le papier pour vous mettre tout ça à plat, comme ça vous allez comprendre. Donc voilà, donc ici on a 4 pôles, mais c'est normal, on a 4 pôles. Ici on a le rotor et ici on a les stators, d'accord, les stators. Le tout est mis en série, comme vous avez pu voir dans les autres vidéos. Donc tous les bobinages sont en série. Donc finalement je vais générer un courant, etc. Je vais pouvoir connaître effectivement l'énergie réactive qui va permettre de faire tourner mon moteur. Pour ceux qui diraient oui mais ton couplage entre... Non, sachez juste que dans la typologie de mon moteur, j'ai un couplage de 1. Point. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais j'ai un couplage de 1. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Imaginez, on a 1 joule ici, 1 joule, 1 joule, 1 joule, 1 joule, alors je vais mettre 1 joule un peu partout, 1 joule, et qu'est-ce qui se passe si je fais un pulse, d'accord? Donc je fais un pulse, si moi, du coup ça fait un pulse de 1 joule sur chaque bobine, ça nous fait 2, 4, 6, 8, ça nous fait 8 joules. 8 joules. Si maintenant, lui, là, ce bobinage de référence, je veux qu'il fasse un tour, je vais faire 1, 2, 3, 4. 4 pulses, donc 8 joules fois 4. 8 fois 4, 8 et 8, 16, 16 et 16, 32. Ça nous donne 32 joules pour un seul tour. Maintenant, si je fais 100 tours par seconde, ça fait fois 100. 32 fois 100, ça nous donne 3,2 kW. Bien entendu, kWh. Maintenant, imaginez, vous rajoutez finalement encore des pôles, donc en fait encore un bobinage entre chaque, vous avez au lieu d'avoir 4 pôles, vous avez 8 pôles. Vous avez multiplié par 2, donc vous multipliez par 2, ça vous donne 6,4 kWh. Mais attendez, c'est pas fini, là on n'a qu'un seul rotor. Maintenant, imaginez que ce moteur-là, d'accord? Alors quand j'imagine, c'est même pas imaginer, je veux dire, faut savoir un truc, c'est que ce que je fais là s'applique exactement sur tous les autres moteurs, ce principe, il n'y a rien de magique. C'est que maintenant, si je fais 10 rotors, en sachant que ici, voilà, c'est vraiment un rotor, il fait, je crois, 10 cm de large. Imaginez maintenant, je mets 10 rotors, on aura un tube de rotor qui fait 1 mètre de long. Vous êtes à combien? Alors, je parle encore une fois que pour un rotor d'un diamètre comme ça, d'accord? Que pour un diamètre comme ça, parce que là, je sais que je peux en mettre 8. Ça nous fait combien? Ça nous fait 6,4 kWh fois 10, parce que j'ai mis 10 rotors, ça nous donne 64
kWh. Voilà, et ça, c'est de la pure physique, c'est des maths. Il n'y a pas à tortiller du fion, comme on dit. Donc voilà, la vidéo a été un peu longue. J'ai essayé d'expliquer des trucs. Alors bien entendu, c'est pas parfait parce qu'il y a des gens qui ne sont pas H24 dans moi ce que je fais. Donc il y a plein de choses que les gens ne comprennent pas. Je donne juste des pistes d'information. Je montre juste où j'en suis, ce que je fais et que vous puissiez voir que tout est véridique, mais que finalement, dans l'énergie libre, ça c'est pour les gens qui critiquent l'énergie libre, sachez que moi aussi, j'ai les poils qui s'hérissent quand des gens ou que je vois des vidéos avec deux aimants, ces deux patates, ils sortent 3 kW d'énergie. Croyez-moi que moi aussi, je ne supporte pas ces choses-là et que bien entendu, je fais de la mesure, de la métrologie, j'essaie de comprendre le principe physique, je les connais plus ou moins en partie. Je parle de l'innovation, hein, les principes normaux des moteurs, je les connais, mais là, je parle essentiellement de la découverte que j'ai faite. Voilà, donc sur ce, si encore une fois, je le dis, s'il y a des gens qui sont sceptiques, etc., qui veulent, oh là là, j'ai trop mangé, qui veulent venir et j'en passe, venez, c'est ouvert, donc vous pouvez voir. Voilà, deux modèles différents, mais qui font les mêmes résultats. Voilà, et voilà.